INA Podcast. Affaire Dominici, épisode 4. Les Dominici dans le collimateur. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté à deux moments décisifs de l'enquête. La découverte de l'arme du crime et la première rencontre entre le commissaire Sebeil et la famille Dominici. Une rencontre où les premiers doutes se sont installés. Le matin du 7 août, l'enquête prend une dimension nationale. Pendant que Sebeil observe, questionne, recoupe, la France entière se passionne pour l'affaire. Les journaux grossissent les faits, les radios s'enflamment. Certains préjugés brouillent déjà l'enquête. Rapidement, le triple crime de Lurs fait la une de la presse locale, bientôt rejointe par la presse nationale. Voitures alignées sur la RN 96, flash d'appareils photo qui crépitent, attroupement autour de la ferme de la Grand-Terre. En l'espace de 48 heures, près de 400 reporters, photographes et envoyés spéciaux venus des quatre coins de l'Europe, notamment de Grande-Bretagne, envahissent le petit village de Lurs. Une première dans l'histoire de la presse française. Les Français connaîtront bientôt chaque trait des visages des Dominici et du commissaire Sebeil. Un engouement médiatique que nous explique le journaliste Claude Mossé dans Le Vif du Sujet en 2003. Si cette affaire n'avait pas eu lieu dans la nuit du 4 au 5 août 1952, probablement que c'eût été considéré comme un fait divers, mais nous sommes au mois d'août. La veille se sont terminés les Jeux Olympiques d'Helsinki et il n'y a plus rien à mettre dans les journaux. Et voilà que, tout d'un coup, s'accumulent les dépêches et comme il n'y a rien d'autre, très vite, l'affaire prend de l'ampleur. Et on estime à 50 tonnes, je dis bien 50 tonnes, le nombre de feuilles de papier qui ont été écrites sur l'affaire Dominici, qui, pour la presse nationale et pour la presse régionale, mais c'est la poule aux œufs d'or qui tombe en pleine saison de vacances. Le journaliste parisien Jacques Chaput, qui va être surnommé le Sherlock Holmes de Lurs, est l'un de ceux qui va rester le plus longtemps sur place. Il obtiendra plusieurs scoops au cours de l'enquête, notamment ceux distribués par Sebeil lui-même. Il arrive à Lurs le 7 août au matin, comme il le raconte dans la même émission. Le drame s'est passé dans la nuit du dimanche au lundi. Le lundi à 11h, une dépêche AFP est tombée. Et je suis parti. Schroff, qui était le chef d'information de François, m'a dit « Chaput, vous partez ». Nous sommes partis avec une voiture et un chauffeur et un photographe. Nous sommes partis pour Lurs. Alors on a couché dans la voiture d'ailleurs parce que à cette époque-là la route était très longue. Ça n'avait l'air de rien, mais c'était une route à deux voies, une montante et une descendante. Et on est arrivé le matin à 7h. On avait dormi dans la voiture à Fort-Calquier. Je me suis même m'être rasé dans la fontaine et on est arrivé à Lurs. Chaput n'imagine pas encore que cette affaire va occuper plus d'une année de sa vie. En fait, j'ai passé énormément de temps parce que c'était une époque où il n'y avait ni la télévision et peu de radio. Par conséquent, c'était le journal qui suivait une affaire, et quand c'était une affaire un peu mystérieuse, un peu curieuse, un peu avec des points d'interrogation, on est à François, où j'étais à cette époque-là, ça devenait un feuilleton. Alors voilà, j'ai passé tout compte fait au total, je crois, j'ai calculé ça un jour, 1 an et 28 jours à Lurs. Le feuilletonnage implique de passionner le public. Et certains reporters, comme lui-même, n'hésitent pas à embellir ou dramatiser les faits, jusqu'à inventer des éléments fictifs.
Vous savez, il y a eu tellement de choses évoquées pour remplir des pages de journaux. J'ai la plus grande sympathie et amitié fraternelle pour mon ami Jacques Chaput, qui lui est convaincu de la culpabilité de Gaston. Mais n'oublions pas que pour faire un papier, à l'époque, pour satisfaire Pierre Lazareff, qui avait besoin de vendre du papier, il a quand même reconstitué un faux carnet quotidien de la petite Élisabeth. En effet, dans le journal François du 9 août 1952, Jacques Chaput titre ainsi son pseudo-extrait de journal intime. Un document bouleversant, le carnet de voyage de la petite Élisabeth. Et cette phrase glaçante. Papa trouve qu'il fait trop froid pour camper. Maman et moi faisons bloc. Nous avons gagné. Je vis les plus beaux moments de ma vie. Jamais je n'ai été aussi heureuse. Une frénésie qui porta sans doute préjudice à l'enquête, selon maître Émile Pollack, l'un des avocats de Gaston Dominici, qui témoignait dans L'Oreille en coin sur France Inter en 1972. Lorsque l'affaire a commencé, c'est une ambiance frénétique qui l'a immédiatement accompagnée. Les policiers étaient convaincus de la découverte rapide des coupables. Les journalistes étaient avides d'être au premier rang de l'événement lorsque celui-là se produirait. Et tout cela a créé une atmosphère qui n'est pas l'atmosphère habituelle des enquêtes policières. Tout cela a créé une atmosphère de démonstration un peu sur la place publique. Le policier ne se gênait pas du tout pour dire ce qu'il allait faire. Les journalistes se gênaient encore moins pour le répandre. Ce n'est pas ce qui se fait en matière policière d'habitude, car n'est-il pas vrai ? Il faut que le policier reste dans l'ombre pour frapper les coups les plus efficaces. Ainsi que l'affaire a commencé. Au milieu de cette agitation médiatique, Sebeil poursuit l'enquête, en commençant par une perquisition de la Grande-Terre et de ses dépendances dans l'après-midi du 7 août. Elle permet de saisir 2 fusils pour la chasse au gros gibier et une carabine 9 mm, mais rien qui ne soit lié au crime. Le procès-verbal, signé par Gaston et Yvette présents tout au long de la perquisition, précise « Nous n'avons découvert aucun objet, aucun document, aucune arme ou munition pouvant se rapporter à l'information en cours. » Gustave, lui, est alité et refuse de répondre aux questions des policiers. Il présente un certificat médical de complaisance au commissaire. Sebeil se retrouve de nouveau face à Gaston dans la cour. En 1971, à l'occasion de la sortie de ses mémoires, il raconte la teneur de leurs échanges. Les premiers jours, il me recevait volontiers. Il était rieur, il aimait plaisanter. Et puis, au bout de quelques jours, alors il commençait à trouver le temps long. Et quand nous parlions de choses et d'autres, de la terre, de ses bêtes, ça allait très bien. Il me répondait, il me racontait même des histoires. Et puis alors, quand je lui parlais de l'affaire, alors il commençait à plisser ses yeux. Il me regardait méchamment, et puis il se mettait à crier. Parce qu'il ne voulait absolument pas que nous parlions de cette affaire. Il vous a mis dehors, souvent ? Oui, souvent. Et quelquefois, il faisait le geste de vouloir me poursuivre avec la canne. D'autres fois, je m'excuse du terme, il me disait par exemple « Tu m'emmerdes, fous le camp d'ici ». Et puis, certains autres jours, c'était un homme lunatique un peu, je dirais. Eh ben, il me recevait bien, alors au besoin, il m'aurait dit « Viens boire un café » ou « Viens boire un coup de vin », que je refusais. Et j'ai toujours refusé, bien sûr. Ces échanges houleux réactivent chez Sebeil un biais que l'on retrouvera bientôt dans la presse et qui pèsera lourd sur l'enquête comme sur le futur procès. La représentation méprisante, profondément ancrée dans la France d'après-guerre, du monde paysan. Ici, les habitants des Basses-Alpes sont volontiers décrits comme des êtres frustres, parfois violents. Une perception qu'évoque en 2003 Christian Charret, producteur du téléfilm « L'affaire Dominici » avec Michel Serrault. Les Basses-Alpes, c'est un peu nos Belges, si vous voulez. On les appelait les crétins des Alpes, les bêtes à sabots. C'était vraiment considéré comme les ploucs les plus saumâtres et capables certainement, quand ils voyaient des étrangers venir sur leur territoire, de leur tirer une rafale de carabine, rien que pour l'exemple. Un cliché social tenace qui façonne inconsciemment le regard porté sur la famille Dominici.
Un biais que le réalisateur Pierre Boutron a lui-même constaté en préparant ce téléfilm. Il ne faut pas oublier que dans les années 50, les paysans qui avaient des chèvres, 3 vaches, 12 chèvres et un champ, c'était des cutéreux, c'était pas des animaux, c'était des types complètement illettrés, d'une brutalité, d'une bestialité. Bon. Et donc c'est exactement ce qui lui est arrivé à Gaston Dominici, c'est-à-dire que le meurtre a eu lieu juste au bord de ces terres. Il y a des gens des villes, des flics de Marseille, qui sont arrivés et qui ont dit ça ne peut être qu'un crime paysan crapuleux, puisqu'on a écrasé la tête d'une petite fille, il n'y a qu'un paysan qui veut faire ça. Et c'est comme ça que l'enquête a démarré, les préjugés et la subjectivité de cette enquête a démarré. Pierre Boutron évoque également l'existence d'un racisme anti-italien, dont auraient pu être victimes les Dominici. C'est tombé sur un paysan, c'est tombé sur un mec qui a trimé toute sa vie pendant 75 ans, qui a un caractère de cochon, qui est brutal, qui n'a rien pour plaire, qui est d'origine italienne. En plus, les Rital à l'époque, dans les années 50, c'était... Parce qu'en France, quand c'est pas un juif, c'est un Rital, quand c'est pas un Rital, c'est un arabe. Et là, le fait que ce paysan, entre guillemets, cutéreux, illettré, soit d'origine italienne, et que le meurtre se soit passé à 100 mètres de sa ferme à lui, 70 mètres, il était mal barré quand même. Pour l'historien Jean-Yves Royer, ce racisme anti-italien doublé d'un racisme de classe influence l'enquête autant que le regard public. Alors c'est peut-être une des clés de la, non pas du crime lui-même, mais de l'affaire, de l'importance qu'a eu cette affaire, et qui fait qu'on en parle encore 50 ans après. On a la guerre d'Indochine qui s'achève, on a la guerre d'Algérie qui va bientôt commencer, il y a déjà eu des troubles en 47 en Algérie, et l'affaire Dominici, on a d'un côté l'indigène qui est là, de menaçant, on comprend même pas sa langue, des gens un peu sauvages, et qui sont là. Et puis alors, au contraire, les Drummond, c'est l'archétype du civilisé. Les Anglais avec une belle voiture, qui font du camping, enfin une chose qu'on ne connaît pas ici, on ne fait pas de camping à l'époque en 52. Et donc, la rencontre entre les deux, et on a là donc l'indigène qui est à l'affût et qui va tuer le civilisé, le colon, quoi. Voilà. C'est vrai que quand on voit les descriptions des gens d'ici, c'est cette sauvagerie à laquelle on les renvoie, c'est un peu la façon dont à l'époque et dans les années qui ont suivi, on a jugé les populations d'Afrique du Nord, les indigènes d'Afrique du Nord. Les Dominici portent aussi un autre stigmate aux yeux de certains enquêteurs. En effet, plusieurs membres de la famille sont proches du Parti communiste. Dès le premier jour de l'enquête, les accointances politiques des Dominici s'invitent dans les conversations, comme le raconte le journaliste Jacques Chaput en 2003. La première question qu'a posée Sebeil aux gendarmes d'Oraison, qui habite cette maison? Et un des gendarmes a répondu, c'est une famille très honnête, travailleurs, des gens très sérieux, durs à la tâche, comme sont les paysans du plateau, un peu braconniers de temps à autre, mais, ajoute-t-il, ils sont communistes. Une révélation qui prend toute son importance dans le contexte de guerre froide, où le nouvel ennemi intérieur s'appelle le Rouge. Le journaliste Claude Mossé poursuit. Vraiment des braves gens, ces Dominici, des braves gens, point de suspension, mais ils sont communistes. Et pourquoi dit-il cela? Il dit cela parce que la veille de ce jour dramatique, Winston Churchill, alors Premier ministre, avait prononcé un discours extrêmement violent qui avait été entendu par la France entière et dans lequel Winston Churchill disait le nazisme abattu, maintenant l'ennemi ce sont les communistes. Et Sebeil, qui alors est viscéralement anticommuniste, plus ou moins pétiniste, collaborationniste, mais de façon extrêmement modérée, puisqu'ils sont communistes, pense Sebeil, ça ne peut être qu'un coup des communistes, puisqu'il s'agit d'anglais, et que nous sommes dans une période où, entre l'Est et l'Ouest, les relations sont non seulement froides, mais franchement glacées. Une thèse que réfute pourtant le petit-fils de Gaston Dominici, Alain Dominici, le bébé d'Yvette et de Gustave. Au moment des faits, il n'a que quelques mois, mais ses précisions sont intéressantes. Toujours dans le vif du sujet, en 2003. Le seul qui était, on va dire, sensible,
au communisme, c'était Clovis, mais après le reste, pas du tout. Pas du tout. Mon grand-père maternel, oui, mais les Dominici, pas plus. Moi, ce qui m'a toujours étonné, avec le recul maintenant, c'est qu'on n'a jamais parlé de la religion de mes grands-parents. C'était des gens croyants, pratiquants. Ma grand-mère, elle a vécu tout ça, on va dire, elle a traversé tout ça, sans jamais montrer la détresse dans laquelle ils se trouvaient, tout simplement parce qu'ils étaient énormément croyants. Dans ce contexte, pendant que le commissaire Sebeil oriente ses recherches du côté de la Grande-Terre, les gendarmes de Forcalquier, eux, continuent de présenter l'arme de ferme en ferme, sans grand résultat. Ils sont également chargés d'enquêter sur des pistes connexes, notamment celle de l'uniforme de la Légion étrangère retrouvé dans un fourré. Ils établissent qu'il appartient à un déserteur italien. Cette piste est rapidement refermée, l'homme ayant un alibi solide. Il se trouvait déjà en Italie le soir du crime. Les gendarmes recueillent également les déclarations de potentiels témoins ayant fréquenté la Nationale 96 aux alentours de l'heure du drame. Parmi eux, Jean Ricard, commerçant marseillais. C'est un randonneur. Le matin du crime, il est sur la Nationale et passe à pied devant la Hillman pour aller prendre le bus de Forcalquier. Il remarque du désordre autour de la voiture et aperçoit le corps de Madame Drummond, mais il la pense endormie, bien que dans une position étrange, parallèlement à la voiture. Le car arrivant, il se hâte pour le prendre. C'est en lisant les journaux qu'il prend conscience de l'importance de son témoignage. On interroge aussi les Marianne, amis des Drummond, invités à faire l'inventaire des affaires des victimes. Selon eux, rien n'a été dérobé, car leurs amis avaient laissé l'essentiel de leur argent, leurs passeports et leurs affaires chez eux. Seul l'appareil photo d'Elisabeth et un seau en tissu restent introuvables. Les procès-verbaux s'accumulent, mais rien de saillant pour l'instant. Cependant, en fin de journée, le 7 août, alors que des obsèques de la famille Drummond se déroulent au cimetière de Forcalquier en présence du consul général de Grande-Bretagne, à quelques kilomètres du terre-plein où ils ont trouvé la mort, se produit un événement étrange. Émile Polack, l'un des avocats de Gaston Dominici, décrit ce moment dans une conférence en 1958, où le commissaire Sebeil présente la carabine Rocola à Clovis, le fils aîné de Gustave. Clovis, quand on lui montre cette carabine, brusquement tombe à genoux. Et reste une minute sans voix. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire Sebeil. À ce moment-là, Clovis Dominici a été pris d'un tel saisissement qu'il s'est agenouillé tout en se mordant les lèvres et en ouvrant de grands yeux. L'intéressé est resté plus d'une minute sans prononcer une parole. Ça ne prouve rien, si ce n'est une chose, c'est que Clovis savait à qui appartenait la carabine. Et que, quand on la lui montre, il est très troublé. C'est tout ce qu'on peut dire. Depuis le début de son enquête, le commissaire Sebeil répétait que l'arme parlerait. Ce jour est visiblement arrivé, puisqu'un témoin, et non des moindres, un membre de la famille Dominici, s'effondre émotionnellement face à cette arme. Écoutons la suite de la scène racontée par Maître Polack. Où on ne comprend plus, c'est qu'on n'exploite pas cet avantage. On va dire à cet homme, votre comportement démontre que vous savez qui est le propriétaire de la carabine, dites-nous la vérité, on ne lui demande rien. Et on ne connaîtra ce détail que bien longtemps après, le 25 janvier 1953, lorsque le commissaire Sebeil déposera son rapport au juge d'instruction. Il déclarera à ce moment-là qu'effectivement, l'homme s'est drôlement comporté, je viens de vous le lire passage, et il ajoutera qu'il n'a rien fait en disant qu'il n'a pas insisté parce que, dit-il, nous n'étions qu'au premier jour de l'enquête, nous ne connaissions pas Clovis, nous n'étions pas à même d'interpréter exactement son comportement. Mais si on veut que la carabine parle, il faut faire parler ceux qui paraissent connaître le propriétaire. On n'a rien fait. Et l'enquête va piétiner pendant 15 mois. Là où l'on aurait pu s'attendre à un rebondissement décisif de l'enquête, le commissaire reste étonnamment passif. Pour les défenseurs de la famille, cette réaction constitue l'une des incompréhensions majeures du dossier. Au moment précis où l'arme semble enfin parler, Sebeil, lui, ne l'écoute pas. Et Clovis repart à son travail sans être inquiété,
et sans doute soulagé de n'avoir pas eu à s'expliquer ou, qui sait, à dénoncer une connaissance ou un proche. Le commissaire Sebeil a-t-il raté ce jour-là une occasion unique de débusquer le ou les coupables, comme le pense Maître Polack ? Cette question demeure. Bientôt, Gustave Dominici, qui ne va pas pouvoir se dérober plus longtemps, se retrouve au centre de l'attention policière et devient le suspect numéro 1. Rendez-vous dans le prochain épisode, où l'enquête va tenter d'éclaircir ses silences et ses contradictions. L'affaire Dominici se poursuit chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée ou sur podcast.ina.fr.